Et nous sommes très heureux d'accueillir Hélène Carrère-Dancos. Bonjour madame, le secrétaire perpétuel de l'Académie française, historienne bien sûr, spécialiste de la Russie. J'avais envie de vous poser d'abord cette question, vous qui connaissez particulièrement bien ce pays et depuis longtemps. La Russie est sans doute aujourd'hui le pays le plus sanctionné au monde. Or, apparemment, il tient bon face à cette salve de sanctions. Comment tient-il? D'abord, c'est un pays qui a une grande capacité, je dirais, d'absorber les difficultés. Il n'y a pas de doute là-dessus. Son histoire a été une histoire très compliquée, très tragique. Et puis, il y a une seconde raison. Je crois que les Russes ont une conception du temps qui est tout de même différente de la nôtre. Elle est à la dimension du pays. Le pays est immense et nous sommes des impatients. Là, par exemple, nous disons, alors là, ça dure depuis trois mois, cette guerre. On oublie que la Seconde Guerre mondiale, elle a duré longtemps et qu'au fond, ça n'est qu'en 1943, après Stalingrad, qu'on a vu qu'Hitler allait perdre la guerre. Donc, si vous voulez, c'est dans leur tête. Ils savent ça. Et même une illustration. Napoléon est parti faire la guerre en Russie, parce que c'est même à propos, ça. Il était sûr de gagner très vite. Et il savait qu'il ne pouvait faire que comme ça. Et les généraux d'Alexandre Ier l'ont promené pendant des semaines. Ça n'en finissait pas jusqu'au fin fond de la Russie. Et lui s'impatientait, il croyait que ça allait se terminer. Et après, quand il était au Kremlin, il a attendu qu'Alexandre Ier lui envoie des émissaires. Ça ne venait pas, c'est-à-dire que leur notion du temps est différente. Ils sont beaucoup plus patients. Ils se disent, ça va finir par s'arranger. Et ça peut durer des années. Alain Berluet, notre confrère du Figaro, écrivait il y a quelques jours « Le choc et la sidération des premières semaines de la guerre en Russie ont cédé le pas à l'accoutumance. Les Russes sont déjà habitués à cette guerre. » Non, ce n'est pas qu'ils soient habitués à cette guerre. Ils sont habitués aux catastrophes, ce qui est tout à fait autre chose. C'est-à-dire qu'ils en ont tellement vécu. Et toute leur histoire est faite de catastrophes. Enfin, n'oubliez pas que c'est un pays dont l'indépendance a été supprimée pendant 3 siècles par les Tatars. Il y a eu des séries d'invasions. Ils savent que ça arrive. Ils sont, une fois encore, ils ont une capacité de souffrance. Toute la littérature le dit. Il suffit de lire Dostoïevski. Bon. Et puis en plus, ils sont européens et ils pensent aussi à la manière avec laquelle on pense en Asie. Là aussi, la notion du temps n'est pas la même. Oui. Vous savez, j'ai relu Dostoïevski hier. J'ai trouvé cette phrase extraordinaire. Dostoïevski, dans le journal d'un écrivain, dit « Nous sommes des Européens et nous sommes des Asiates. Pour les Européens, nous avons été des esclaves et des parasites. Pour les Asiates, nous sommes des seigneurs. » Hein, c'est Dostoïevski, c'est pas un crétin qui... C'est intéressant, la façon dont Dostoïevski parle de l'Europe. Absolument. Ouais, ouais. Et donc, si vous voulez, on voit très bien qu'il y a chez eux une conscience de... Je dirais, Dostoïevski, c'était il y a 1 siècle et demi, il écrivait ça, en 1880. Ouais. Est-ce que Poutine, aujourd'hui, est inexpugnable de son bureau au Kremlin, pensez? Immédiatement, probablement, mais rien n'est jamais écrit. Il est clair qu'il a le pouvoir pour l'heure. Mais le pouvoir, on l'a jusqu'au moment où on ne l'a pas. Il peut se produire des tas de choses. Je ne dirais pas. La maladie, ça me paraît une affaire dont on n'a pas besoin de parler parce que ce n'est pas intéressant. Il est malade, vous dites que ce n'est pas un sujet? Je crois que ce n'est pas un sujet de toute façon. Même s'il était malade, Roosevelt était très malade dans la Seconde Guerre mondiale. Il y a un livre sur les malades qui nous gouvernent. C'est dans les plus grandes époques. Donc tout ça n'a pas d'importance. Vous pensez que ça n'a pas d'incidence sur ce qui se passe? Je pense que ce qui a de l'importance, c'est véritablement jusqu'à quel degré de catastrophe il peut conduire son pays, s'il le conduit dans la catastrophe, si ça continue. C'est déjà la catastrophe quand même en Ukraine, à défaut de l'être en Russie, quoique. Oui, mais une fois encore, je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos de Stalingrad. Ouais. L'opération Barbarossa, l'entrée des Allemands en territoire soviétique, a commencé en 1941. La situation ne s'est retournée qu'en 1943. Donc, si vous voulez, ce n'est pas au bout de 3 mois qu'il s'interroge. Je comprends. Le peuple est exaspéré, c'est évident, et les mères de soldats vont sortir du bois. Car elles ne supporteront pas
de voir revenir les cadavres de leurs enfants. Mais ce n'est pas de là que ça viendra. Ça vient tout de même du sommet, ces choses-là, en Russie. Et là, au sommet, combien de temps, je dirais, où les choses s'arrangent pour Vladimir Poutine, il tient la situation, ou à un moment donné, elles se dérangeront simplement. On ne sait pas quand et on ne sait pas comment. Et on ne sait pas, pour l'instant, il n'y a pas d'indice. Mais dites-vous, semblez-vous dire, mais juste un mot sur la maladie. Ça n'est pas important. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça n'a pas d'incidence. D'abord, est-ce qu'on sait s'il est malade ou pas ? Deux, est-ce que s'il est malade, ça a une incidence quand même, sur Poutine, sur sa psychologie, sur sa façon de gouverner ? Vous dites c'est anecdotique. Les Occidentaux aimeraient qu'il soit malade d'une certaine façon, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Où il meurt, et ça règle le problème, mais pour l'instant, il n'a pas l'air de mourir. Et beaucoup de malades ont gouverné dans des situations extrêmement graves. Par conséquent, c'est pas un sujet. Et manifestement, je ne sais pas, on peut le tenir debout. Enfin, non, le sujet, c'est à quel moment, est-ce qu'il y a un moment où la catastrophe qu'il organise, parce qu'il a organisé une catastrophe, et on imagine difficilement par où ça va se redresser. À quel moment la catastrophe qu'il organise deviendra telle que autour de lui, il y aura un certain sauf qui peut. Le sauf qui peut, ça conduit à des coups de force. Emmanuel Macron disait dans une interview vendredi dans la presse quotidienne régionale, Poutine a eu tort de déclencher cette catastrophe. Il est aujourd'hui isolé, et sortir de son isolement lui sera difficile. Est-il si isolé que cela ? Certainement. Il est isolé en ce sens, il y a des foules autour de lui, mais manifestement, il n'écoute que lui-même. Ça, la verticale du pouvoir, elle n'a jamais atteint une telle perfection. C'est certain. Ouais. Et il ne veut pas écouter. Mais, une fois encore, il n'est pas seul, il y a des gens autour, et à un moment donné, il se passera quelque chose. Ça s'est passé dans le passé aussi. Hein. Simplement, une fois encore, ayons la notion du temps. Pour les Russes, ça a commencé il y a 3 mois. Ils attendent de voir ce qui va se passer. Alors, il y a l'isolement de l'homme au Kremlin et il y a l'isolement diplomatique. Et la Serbie a confirmé hier que la visite du ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, n'aurait pas lieu. Pourquoi ? Parce que la Bulgarie, la Macédoine et le Monténégro, 3 membres de l'OTAN, ont fermé leur espace aérien et empêchent donc, de facto, Lavrov de survoler et d'aller en Bulgarie. On va écouter ce qu'en dit Lavrov. Hier, il a fait un commentaire. La Serbie n'a pas pu prendre ses propres décisions sur les orientations vers la Russie et on ne va pas tourner autour du pot. C'est un exemple qui montre comment l'OTAN et l'Union européenne peuvent aller loin dans ses agissements, dans sa propagande et la pression sur les autres États. Alors, est-ce que c'est vécu comme un camouflet, comme un acte hostile des Occidentaux et qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence ? D'abord, c'est vécu certainement comme un acte extrêmement désagréable, ça c'est vrai. C'est un acte d'ailleurs qui ne rapporte rien aux Ukrainiens. Il faut bien dire la vérité, ça ne leur sert à rien. Ça a tout de même des conséquences. Ça a pour conséquence d'abord ça blesse la Serbie. Il ne faut pas oublier. Et la Serbie, elle a tout de même quelques griefs. Hein. On dit toujours que c'est la première guerre qui a lieu en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Non, il y a eu une guerre en Serbie, si vous en venez. Bombarder Belgrade, ce n'était pas une plaisanterie. Et les Serbes sont à cran. Ce sont des voisins avec lesquels les Balkans sont une poudrière, toujours. Les voisins, malgré l'OTAN, auquel les pays qui ont fermé leur espace aérien appartiennent, il est clair que c'est tout de même un problème qui va encore empoisonner l'atmosphère dans cette région. Bon, cela dit, c'est sans conséquence. En définitive, Lavrov communiquera avec le président serbe. Je dirais que la seule chose, c'est que Lavrov n'est pas un voyou. Lavrov est un diplomate qui se tait, qui s'est aligné sur Poutine, mais c'est un diplomate qui a été très respecté de tous ses collègues pendant très longtemps, aux Nations Unies. C'est aussi l'homme qui a mis sa signature, je dirais, sous les actes qui mettaient fin à la guerre froide. Il peut aussi, lui, je dirais, à un moment donné, se reprendre.
Mais pour l'instant, il est totalement aligné sur Poutine. Oui, mais ça ne servirait à rien. Il restitue sa propagande mot pour mot. Et en rien, il ne se... À moins que vous l'ayez, vous, interprété. Non, c'est la logique. Non, c'est la logique d'un système, d'une verticale du pouvoir, où les gens s'alignent aussi longtemps qu'ils ne s'aligneront pas. Voilà. D'accord. Mais pour Et l'instant, ça, je dirais, mais est-ce que ça personne vous ne peut dire quand, mais... Parce que vous dites que c'est un grand diplomate, il y a beaucoup d'intelligence quand même chez cet homme-là, mais chez Poutine sans doute aussi. Mais ça ne... Poutine y croit à son mensonge. Non, mais je veux dire que ça n'est pas... Il n'est pas ce qu'il dit là. Là, il répète ce que dit Poutine. Non, il est l'homme que les gens ont connu aux Nations Unies pendant des années. C'est un diplomate civilisé. Bon, c'est pas je dirais un KGBiste de troisième catégorie, non. Mais est-ce qu'il croit à ces mensonges? Mais non, il ne croit rien du tout. Il répète, pour le moment, il s'aligne parce que le système est comme ça. Et pour l'heure, ce n'est pas l'heure de faire une catastrophe. Mais une fois encore, il faut savoir, il fait partie des gens relativement solides. On ne sait pas ce qui peut se passer. Alors, justement, il entonne aussi le refrain des menaces russes. Vous savez que Vladimir Poutine a prévenu dimanche les pays occidentaux que la Russie frapperait de nouvelles cibles si les États-Unis commençaient à fournir à l'Ukraine des missiles de longue portée. Alors, quelles nouvelles cibles? On n'en sait rien, mais Lavrov, hier, dans cette conférence de presse, a ajouté « Plus les armes de longue portée que vous livrerez seront performantes, plus nous repousserons loin de notre territoire les lignes ukrainiennes. » Donc il y a quand même la menace que ces livraisons d'armes alimentent dans la durée cette guerre en Ukraine. Ça n'a pas empêché d'ailleurs Londres d'annoncer des livraisons d'armes, comment on appelle ça, des lance-roquettes de longue portée comme les États-Unis. On est loin de la fin de la guerre là. On est loin de la fin de la guerre, mais je dirais que quand on menace comme ça, c'est aussi peut-être pour la rapprocher. Parce que précisément, on est dans l'escalade. Et quand l'escalade va trop loin, qu'on sent que ça va trop loin, on est assez content de trouver un terrain d'entente à un moment donné ou un moyen d'apaiser la tension. Il ne faut pas... Je veux dire que c'est un jeu, là aussi. Chacun sait jusqu'où on monte. On montre ses muscles pour mieux négocier. Exactement. La même, en tout cas, pour montrer qu'il sera temps à un moment donné de négocier. Alors, Emmanuel Macron a répété aussi dans cette interview vendredi qu'il ne faut pas humilier la Russie parce que quand les combats cesseront, il faudra pouvoir construire un chemin de sortie de crise. Cette phrase continue d'ulcérer les Ukrainiens. On l'a entendu Zelensky, on a entendu hier l'ancienne aussi responsable ukrainienne sur LCI. Ils disent mais quand Poutine a annexé la Crimée, après tout, oui, les Occidentaux n'ont pas voulu humilier Poutine et ils ont accepté la politique du fait accompli, la politique du coup de force. Nous sommes les agressés. Vous comprenez quand même que ça ulcère les Ukrainiens. On peut comprendre les Ukrainiens, et ce sont les victimes de cette affaire. Ils sont véritablement très blessés. Bon, mais le monde ne peut pas s'aligner sur leur position. Nous ne pouvons pas tout de même risquer la paix mondiale. Pour cela, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Tout simplement, ce que dit Macron, c'est la raison. Il va falloir négocier. Toutes les guerres s'achèvent par une négociation. Est-ce qu'il faut le dire maintenant? Est-ce que maintenant c'est le moment de le dire alors que on est comme vous disiez c'est le moment. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Si on peut raccourcir une guerre, c'est une horreur, c'est une catastrophe. Plus vite on peut l'arrêter, mieux ça vaut. Continuer la guerre par souci, je dirais, par souci des beaux gestes, l'espérance de grandes victoires. Ou de la réparation. Ou du respect de la souveraineté, ou de la réparation d'un Non, mais d'abord, il faut sauver les hommes. Les hommes qui sont morts, le respect de la souveraineté, ça ne les ressuscitera pas. Les guerres doivent s'achever, c'est tout à fait clair. Et c'est là, nous sommes dans un monde dangereux, il y a tout de même une escalade. Il ne faut pas oublier que si quelqu'un perdait la tête, tout le monde sait que le nucléaire, ça oblige à bien se tenir. Oui, et aussi, il peut arriver un coup de folie. Donc, la prudence s'impose. Emmanuel Macron a tout à fait raison, il se sent comptable. C'est pour l'Europe d'ailleurs, je dirais du maintien de la sécurité, du maintien d'une non-folie. Mais on livre des armes à l'Ukraine d'un côté, donc on entretient la guerre et on dit qu'il faut arrêter la guerre. C'est vrai que... Non, c'est très logique, on lui donne les moyens d'être en position de force au moment de la négociation, et ça c'est très, très juste, mais en même temps,
on pense qu'il faut faire le maximum pour essayer d'arrêter la guerre. Et vous savez, il y a eu tout au long de l'histoire, dans les guerres, des gens qui ont fait ce que fait Macron, c'est-à-dire qui se sont battus pour arrêter. Dans la guerre de 14, en 1916, les frères de l'impératrice Zita, les princes de Bourbon-Parme, Xavier et Sixte, pendant 6 mois, ils se sont battus pour essayer d'obtenir une paix séparée avec l'Autriche. Vous savez, on dirait maintenant ce sont des traîtres, exactement comme disent les Ukrainiens. Bon. Poincaré, qui n'était pas un mauvais Français, a traité avec eux, il a espéré arriver à la négociation. Donc ça prouve... Et ils sont rentrés dans les livres d'histoire comme des héros de l'histoire. Alors, il y a une référence plus récente. On dit qu'Emmanuel Macron met les pas dans ceux de Kissinger, grand diplomate américain de la fin du XXe siècle, aussi critiqué qu'admiré d'ailleurs, et qui a dit à Davos, il a 99 ans, Kissinger, il est venu récemment, il a demandé à l'Ukraine, je cite, de faire des concessions territoriales à la Russie en acceptant le statu quo ante, c'est-à-dire la situation qui était celle d'avant la guerre, c'est-à-dire l'annexion de la Crimée et celle des territoires de l'Est, du Donbass, en 2014. Tout ça au nom de la paix, afin que l'issue de cette guerre puisse être envisagée. Est-ce que c'est acceptable ? C'est certain. La vérité, c'est qu'on fait ce qu'on peut pour aider l'Ukraine à être en bonne position à l'heure des négociations. On fait ce qu'on peut aussi pour que ces négociations existent. Et la paix, c'est beaucoup plus important que tout le reste. Oui, et évidemment, Zelensky et personne ne lâche l'Ukraine. A réagi. Je crois qu'il ne faut pas non plus... Non, mais il faut pas se laisser comme ça, je dirais, insulter. C'est pas normal, et surtout pas laisser insulter le président français. Par qui ? Par Zelensky ? Oui, mais on comprend très bien qu'il soit vif, mais néanmoins, il faut voir les choses. Il agit pour la paix, il agit pour eux, il leur fournit des armes. Vous savez, les services français, l'ambassadeur de France est resté à Kiev plus longtemps que les autres. Les services français ont continué à fonctionner, on a continué à donner des cours. Nous sommes présents. Faisons ce que nous pouvons. Nous comprenons très bien, je dirais, la sensibilité ukrainienne et on fait ce qu'on peut pour qu'ils soient dans la position la plus favorable possible. Voilà. Mais ça n'est pas une raison pour se dire continuons comme ça allègrement et on verra ce qu'on verra. On peut voir quelque chose de catastrophique si on continue comme ça. Je comprends. Un mot de la guerre du blé, Hélène Carrère-Dancos, parce que c'est vrai qu'on dit que qui tient l'alimentation mondiale tient l'ensemble des populations. Or, ça se joue, semble-t-il, en partie dans cette région du monde. Les Russes maintiennent leur blocus naval des ports ukrainiens, empêchent les exportations de céréales. Donc, on craint une crise alimentaire dans de nombreux pays, l'Afrique, aussi en partie l'Europe. Et les Américains jugent crédibles les informations selon lesquelles les Russes voleraient des céréales qu'ils ont dans les territoires qu'ils ont conquis. Ils ont là des réserves, ils les voleraient. Bref, comment sortir de ce bras de fer qui est très inquiétant ? Une fois encore, il faut que quelqu'un parle, et que quelqu'un parle avec Vladimir Poutine. Ça ne sert à rien de parler avec, je dirais, des gens qui n'ont rien à voir dans l'affaire. Ça, c'est comme quand les gens qui disent on ne parlait pas Hitler. C'est pas vrai, on parlait Hitler. Il y a toujours eu des négociations. Il faut que quelqu'un lui parle et à force de parler, on finira par arriver à quelque chose. Vous pensez qu'il faut négocier avec Poutine, par exemple, la levée du blocus ? Lui, il va exiger des contreparties. Et avec qui vous voulez négocier ? Avec qui ? Avec qui d'autre ? C'est lui qui décide. C'est avec lui qu'il faut parler. C'est la logique absolue. Et je voudrais dire quelque chose. Est-ce que vous croyez que c'est agréable au président Macron, tous les matins, de donner un coup de fil à un monsieur qui ne l'écoute pas ou qui l'écoute aimablement, mais qui n'entend rien de ce qu'il dit ? C'est qu'il n'entend rien, il n'écoute pas. Oui, mais alors, justement, il faut un sacré courage et une sacrée persévérance pour faire ça et avoir le sentiment d'un devoir à remplir. Je crois que si on n'a pas conscience de ça, c'est grave. Il y en a un qui se pose un peu en médiateur dans ce dossier très important, c'est Erdogan. Absolument. Erdogan, et tant mieux. Est-ce que vous pensez que les Russes peuvent davantage entendre les Turcs que n'importe lequel émissaire européen Ils peuvent entendre le président français. Ils entendront les uns et les autres, ils choisiront avec qui ils veulent parler, mais tous les efforts sont bons. Et je crois qu'on ne doit pas dire « Ah ben tant pis, laissons la parole à Erdogan parce qu'il est mieux placé ». Non, il est bien placé, mais il n'est pas il a sa place. Mais l'Empire ottoman, c'est tout de même... car la Turquie, c'est l'Empire ottoman, l'adversaire de toujours de la Russie. Non. Alors, dernière question, elle est un peu large, mais
On y reviendra avec vous à une autre occasion, j'espère. Quels sont, à votre avis, en quelques mots, aujourd'hui, les buts de guerre de Poutine? D'une certaine façon, quand est-ce qu'il criera victoire? À partir de quelle conquête? De quel résultat? Certainement pas. Son but de guerre, ce n'est certainement pas désormais d'occuper toute l'Ukraine. Ça, oui. La vérité, je pense qu'au départ, parce qu'au départ, son but, même s'il a raconté l'histoire de la dénazification, c'était de rattacher l'Ukraine à la Russie, tout simplement. Parce que ça, il faut l'avoir présent dans la tête. Pour les Russes, l'Ukraine, c'est la Russie. Alors que pour les Ukrainiens, la Russie, c'est pas l'Ukraine. Ça, si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. C'est le fond du problème. Et pour lui, depuis 1990, depuis l'indépendance de l'Ukraine, il se passe quelque chose d'anormal. La Russie et l'Ukraine ne font plus un même corps. Ça n'est même pas un empire, c'est la même, dans les yeux d'un Russe, normalement constitué. C'est comme ça. Bon, maintenant, il y a renoncé, parce que clairement, c'est pas l'heure. Mais il lui faut quelques victoires. Et je pense que les experts militaires qui disent qu'il lui faut le Donbass, certainement, consolider le Donbass, dominer la mer d'Azov, c'est déjà beaucoup. À part ça, aller jusqu'à Odessa, c'est un autre problème. C'est certainement très difficile. Moi, je ne parierai pas sur Odessa. Je pense qu'on pourra discuter peut-être avant. Parce que ça va durer encore très très longtemps. Ça peut durer, ça peut faire une guérilla. Et là aussi, à le supporter. C'est insupportable. Mais les premières victimes, ça sera les Ukrainiens. Ne l'oublions pas. C'est chez eux que ça se passe. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des gens qui se dévouent pour parler. Merci beaucoup, Hélène Guérin-Dancos. On peut vous lire une biographie d'Alexandra Kollontai, qui est, je crois, une héroïne russe de la révolution de 17, chez Fayard, votre dernière biographie. Merci à vous d'avoir été ce matin sur LCI. Je vous souhaite une bonne journée.